Écoutez, merci. Je suis, pour être franc, très impressionné. Parce que je sais parler lentement et longuement sur n'importe quoi, mais là, il va s'agir de faire un peu attention. Alors, d'abord, je voudrais exprimer ma gratitude, dire une conviction et introduire mes interrogations. Ma gratitude, c'est à vous, à beaucoup d'entre vous, qui m'avez appris, au fond, deux principes clés. D'abord, la continuité de la vie, et ensuite, les mécanismes des interactions. Mon premier, quasiment, apprentissage de la continuité de la vie, c'était quand, par les hasards de la vie administrative, je m'étais retrouvé président de l'École nationale supérieure du paysage à Versailles. Je vois le patron du potager du roi, et il me dit, est-ce que vous voulez, alors il m'appelle Monsieur le Président, donc j'étais ravi, est-ce que vous voulez qu'on fasse une visite du potager? Alors j'ai dit avec plaisir, et puis il me raconte son métier, et il me dit, et je pose la question, mais pourquoi faut-il toujours greffier un poirier sur un cognacier? Et il me répond cette phrase magnifique qui a pas mal changé ma vie. Il me dit, mais Monsieur le Président, un poirier, c'est incontrôlable. Alors moi qui venais des cabinets ministériels et présidentiels où la violence humaine était sans répit ni tendresse, je me suis dit que là, il y avait une autre forme de vie qui m'intéressait énormément. Et la gratitude, c'est celle que vous tous, beaucoup d'entre vous ici, m'ont appris, c'est-à-dire la continuité de la vie et les interactions de la vie. Je pensais qu'il y avait des lignes, et en tant qu'économiste, j'avais appris des lignes droites, c'était les glorieuses de la croissance, et je me suis rendu compte que ce n'est pas comme ça que ça marchait, et qu'il y avait plutôt des cercles dans la vie que des lignes. Et quand j'ai écrit mon petit livre sur l'océanographie, sur les courants, le Gulf Stream, il y a une très belle phrase de Humboldt sur son ami Arago qui dit il avait une disposition de l'âme qui lui rendait possible l'examen de plusieurs choses à la fois et de leurs relations. Je me suis dit, on est ou savant ou un être humain, il faut qu'on soit océanographe. Je savais qu'au fond, une des morales possibles de l'existence, c'est se conduire sur Terre, comme si toujours on était sur mer. Donc, ma gratitude envers vous et les vôtres, comme on dit dans La Fontaine, est immense. La conviction, je la dois à Michel Griffon. Il se trouve que, jeune conseiller technique, j'arrive au ministère de la Coopération et il est déjà là dans le savoir, il est déjà là dans la place. Et il me dit très vite qu'il faut à la fois produire plus et respecter mieux. Si on ne produit pas plus, il y aura des difficultés, des tensions. On le voit ce que c'est dans une société où il y a croissance zéro. Il faut produire différemment et il faut évidemment respecter plus. Et je voudrais une fois de plus lui dire mon infinie admiration pour ce qu'il est en train de continuer à faire, c'est-à-dire de l'économie écologiquement intensive ou l'agroécologie. Donc c'est ma conviction, après la gratitude, c'est les deux en même temps, tenir les deux bouts de la chaîne. Troisième chose, et ça va être mon exposé bref, mais un peu angoissé sur l'interrogation concernant la démocratie. Je vais parler comme Chantal, de la confiance. Je vais parler et à propos de la confiance, je vais parler de la maladie
du savoir. Je vais parler de l'espace, la maladie de l'espace, et je vais parler du temps, parce que je pense que nous sommes en pleine maladie du temps. Premièrement, la confiance. Vous n'avez pas de démocratie si vous n'avez pas d'une certaine manière, et Régis Debray l'a bien dit, de république, c'est-à-dire une sorte de vision un peu commune. Or, est-ce qu'on peut avoir une démocratie dans un soupçon perpétuel? Et notre relation avec le savoir est quand même très frappante. Et quelles sont très frappantes. Et quelles sont les relations entre l'Internet, les opinions et les faits? Il y a tellement d'opinions qui circulent sur le net, et quelles sont les relations avec les faits? On a l'impression qu'un fait, c'est votre point de vue, ce n'est pas le mien. Si vous êtes 1 sur 1 million, parfois les minoritaires ont eu raison. Et sur les questions climatiques, c'est absolument clé. Donc là, ce que vous avez dit, Jean-Claude Amezen, me touche énormément, parce que la science est et ne doit pas être démocratique. On ne vote pas sur un fait. Et en même temps, il faut quand même que l'avancée soit critiquée. Première remarque. Deuxième remarque, la question de l'ignorance. Quand vous participez à un certain nombre, ce qui est mon cas, d'émissions de radio et de télévision, souvent, vous entendez les journalistes délivrer une sorte de brevet d'ignorance, comme une sorte de prime à la pureté. Si vous êtes un scientifique, vous êtes forcément membre du complot. Vous avez été financé par telle ou telle entreprise, dont Total, vous avez été financé partout. Donc, votre parole est entachée d'un soupçon. Comment dépasser ces questions-là? Comment dépasser cette question? Et combien de fois j'ai entendu « Vous n'y connaissez rien, nous sommes heureux de vous accueillir, au moins vous allez nous dire quelque chose qu'on pourra respecter ». Face à quelqu'un qui a passé toute sa vie avec des expérimentations, des preuves, des choses, etc. Troisième remarque sur cette maladie de la confiance et la maladie du soupçon. C'est l'incertitude, bien sûr, mais le refus d'une société d'accepter les risques. J'ai l'immense honneur, évidemment immérité, d'être au siège de Pasteur à l'Académie française. Est-ce qu'on aurait pu traiter Joseph Meister avec le principe de précaution? Qu'est-ce qui se passe avec les OGM? C'est-à-dire, il y a des incertitudes, on refuse le principe d'incertitude et on dit non. Ce qui entraîne immédiatement l'arrêt de la recherche. Ce qui, pour moi, pour être franc, est absolument hallucinant. Arrêter la recherche, interdire la recherche, considérer qu'on n'est pas suffisamment responsable pour choisir d'appliquer ou non les résultats de la recherche, me semble inouï. D'abord parce que ça va aller dans tous les sens, bien sûr, et puis ensuite, quand même, quel mépris de la capacité d'une communauté nationale pour décider d'appliquer ou non. Donc, vous voyez, ces questions-là, je dois vous dire, me taraudent. Et quand vous voyez que ce qui est retenu comme mot est le lieu où c'est inscrit comme mot, c'est-à-dire dans la Constitution, dans la loi des lois, et là je reprends mon vieil habit de conseiller d'État, c'est la précaution au lieu d'employer la responsabilité. Et parce que dans la responsabilité, il y a évidemment la nécessité d'innovation. Si on a la précaution, on est évidemment dans l'autocensure. Et notre relation avec le savoir, elle est là, avec ces différents points. Mais vous tous ici, vous savez mieux que moi les questions qui sont posées. Donc j'ai une angoisse vis-à-vis du savoir,
une angoisse vis-à-vis de ces différentes questions qui sont posées. Première interrogation sur les relations entre la démocratie, Internet et la médiatisation et le savoir, avec quand même une sorte de renversement inouï, c'est que pendant longtemps, la nature au sens plein du terme a été plutôt une menace et la science plutôt une solution. Maintenant, c'est l'inverse. Étrange, étrange. Premier bloc d'interrogation. Deuxième bloc d'interrogation, c'est la question de l'espace. Quel est l'espace pertinent? Et là, je voudrais saluer mon maître en hydrologie, Guillain, de Marcilly. Quand vous étudiez l'eau, quand j'ai fait cette longue enquête sur l'eau, on m'a dit, bon, évidemment, tu reviens, très bien, j'espère que tu vas être le soutien de notre projet de créer une organisation des Nations Unies de l'eau. J'ai dit, mais non, ça ne veut rien dire. Parce que l'eau, c'est global, bien sûr. Il y a toujours autant de précipitations. Simplement, il y a multiplication des phénomènes extrêmes et intensification des inégalités par zone. Donc, c'est du global et du local. Et que pour gérer les questions de l'eau, il faut s'intéresser au bassin du Brahmapoutre, au bassin du Nil, qui n'a rien à voir avec le système hydrologique du Mississippi. Donc, quelle est la bonne échelle pertinente? Et une démocratie, c'est trouver la bonne échelle de la pertinence de l'action, c'est-à-dire le bassin, avec par exemple une revendication de mes cousins bretons disant il n'y a pas une goutte d'eau de la Loire qui coule en Bretagne. Donc pourquoi on n'a pas une autonomie? Il y a une agence de bassin Loire-Bretagne. Loire, on veut bien, très bien, mais nous, on veut avoir la responsabilité de la gestion des eaux en Bretagne. Vous voyez, ces questions sont clés. Alors, allons plus loin. Allons plus loin. Regardez ce qui se passe avec, à la suite de Copenhague, la préparation de la réunion de Paris. Je suis très au courant de ce qui se passe, ça me passionne, bien sûr. Et donc, on peut dire, mauvaise nouvelle, en termes d'État, ça avance très peu vite. Mais bonne nouvelle à d'autres échelles, c'est-à-dire au niveau d'un certain nombre des États et au niveau, par exemple, de métropoles, on change énormément et on essaye de vraiment avancer pour à la fois émettre moins et s'adapter, comme on l'a dit. Et notamment au pire endroit de la pollution, c'est-à-dire en Chine. Et ils sont intelligents. Pourquoi? Parce qu'ils sont obligés d'être intelligents. Et il y a une loi de la nature humaine, c'est que ça m'arrive tous les 2 jours à la butte aux cailles, quand un lion court après moi, je m'avance plus vite. Et même si j'ai des petits problèmes de genoux pour l'instant. Je voudrais saluer le docteur Jaoui qui va, j'espère, les régler mardi. Et je le remercie de m'avoir permis d'avoir peut-être un rendez-vous entre deux. Merci en tout cas, pardon, un petit message personnel, mais aussi, c'est ça aussi, hein, l'homme doit-il s'adapter? Il s'adapte à aussi une petite fissure du ménisque qui s'adapte, c'est petit, mais ça peut... Voilà. Donc, regardez ce qui se passe, c'est qu'il y a une sorte de blocage au niveau des États, de la communauté des États, et puis dans un certain nombre d'endroits, étant donné que la pollution devient absolument insupportable dans une grande partie de la Chine, notamment au nord-est de la Chine, on dit bon, c'est pas possible. Et donc, on descend le lieu où on prend des solutions. Et non seulement on prend des solutions d'adaptation, mais on invente des technologies qu'on vendra aux autres qui ont refusé de voir la réalité de la menace. Donc ça, on peut dire que, a priori, c'est une bonne nouvelle. Mais en même temps, si on continue plus loin l'analyse, mais je n'ai pas les capacités vraiment de réflexion que j'ai entendues cet après-midi, mais il y a quand même une rétractation générale. Il y avait en 1920 60 pays, il y en a plus de 200. Vous savez que la plupart des conflits maintenant ne sont pas des conflits entre pays, mais à l'intérieur des pays. Vous avez un mécanisme très inquiétant qui est la territorialisation accrue de la mer, notamment en mer de Chine, vous voyez tout ce qui se passe. Donc vous voyez une sorte de rétractation, et bien sûr, et ça me touche particulièrement, puisque j'y étais avec Isabelle Autissier, vous ne pouvez pas imaginer
sauf ceux qui y ont été, mais ce que c'est comme émotion quand vous franchissez le 60e parallèle sud et que vous êtes dans un endroit qui est commun, qui appartient à tout le monde. Jusqu'à quand? Jusqu'à quand? La notion de commun et la notion d'appropriation. Vous voyez bien que ça commence à grignoter, grignoter, et donc ces questions-là sont posées. Donc, maladie de l'espace. Où on se bat, à quelle échelle on se bat, et comment s'articulent les différents combats qu'on peut mener. Troisième et dernier point, maladie du temps. Ce que j'ai appris en travaillant un peu d'océanographie, c'est deux choses pour comprendre la mer. D'abord que la mer n'est pas homogène et qu'il peut très bien y avoir un courant qui va dans un sens et puis en sens quasiment inverse juste en dessous, pour des raisons que vous connaissez bien, principalement de salinité, de température. Bon, mais ce qui est aussi très intéressant, c'est que dans la mer, vous avez un certain nombre d'horloges qui fonctionnent chacune avec des rythmes différents. Et ce qui me frappe énormément, et notamment dans la démocratie, c'est que nous privilégions une horloge, qui est celle du très court terme, et nous n'arrivons pas à donner de la valeur à l'horloge du long terme. Et je passe évidemment toutes les horloges intermédiaires. Alors, reprenons l'exemple de l'eau. Quand vous êtes un élu, il faut avoir chevillé au corps votre attachement à l'intérêt général pour privilégier l'ouverture d'une usine de production supplémentaire plutôt que réhabiliter des réseaux. Parce que si vous ouvrez une usine, vous aurez la presse, et donc vous serez un bon maire parce que vous serez actif. Si vous réhabilitez des réseaux, il n'y aura personne. Vous faites des travaux, donc vous emmerdez tout le monde avec les embouteillages. Comment, dans une démocratie, donner la place au court terme, au long terme invisible, par rapport au court terme visible? Comment est-ce qu'on fait? Prenons un exemple récent. J'étais à Reykjavik parce qu'il y avait un grand colloque sur l'évolution de la nouvelle route maritime. C'était fascinant parce que, imaginez ce que c'était. C'était, par exemple, des armateurs du monde entier qui comparaient la compétitivité des détroits. J'ai 200 000 tonnes de charbon par où je passe. Est-ce que je passe par Panama? Est-ce que je passe par Malacca? Est-ce que je descends? Est-ce que je remonte? Est-ce que j'utilise le passage du Nord-Ouest parce qu'il y a un premier bateau qui est passé? Est-ce que je passe par le passage du Nord-Est parce qu'il y a 66 bateaux l'année dernière qui sont passés, donc la route est ouverte? Comment je fais? Et il y avait un type de Singapour. Je lui dis, mais qu'est-ce que vous faites là? Il me dit, mais c'est très simple. Du fait du réchauffement, il va y avoir deux conséquences. Premièrement, montée des eaux. Nous sommes au ras de l'eau. Donc nous, Singapour, comme nous réfléchissons à 30 ans, nous commençons à rehausser chacune de nos constructions. Et comme de plus en plus de bateaux vont passer par le nord, il y aura de moins en moins de bateaux par Malacca. Donc qu'est-ce qu'on fait, nous? Et comme vous savez, Singapour n'est pas l'exemple même de la démocratie, mais c'est l'exemple même du long terme. Donc, est-ce qu'une démocratie est capable de produire du long terme? Et comment sont les capacités de nos systèmes politiques pour redonner de la valeur au long terme? Alors, il y a une idée que, ici même, a défendue Rosan Vallon, qui était intéressante et qui pourrait concerner Chantal, c'est de dire que le Sénat pourrait être la chambre du long terme. Ce n'est pas idiot, et ça serait intéressant. Et donc, si au Sénat, ils veulent quelques immortels, je suis prêt à venir. Et donc, la première chose. La deuxième chose que je voudrais suggérer, qui n'a aucune sorte de chance d'être acceptée, et notamment à l'Académie française, c'est donner un droit de vote proportionnel à l'espérance de vie. Calculez. Vous verrez qui est d'accord. Bref, mon petit métier à moi, c'est quoi? Une sorte de vulgarisateur. C'est ce que vous avez dit tout à l'heure sur l'imagination. Moi, je ne sais pas trop faire, c'est à vous de trouver des solutions.
l'ingénierie politique me semble très en retard par rapport aux expérimentations sociales et à la réflexion et aux découvertes scientifiques. Nous sommes, comme on disait, à la traîne. Et deuxièmement, mon métier à moi, c'est d'alerter comment en essayant de faire comprendre et en émerveillant. Toujours en discutant avec Michel, il y a une réflexion très forte, comme souvent, qui a été faite par Michel Rocard, qui disait que lancer une sorte d'alerte à des menaces à très long terme, ça ne sert pas forcément à grand-chose. Il faut préparer, et puis le moment venu, alerter quand on a des solutions. Donc nous avons pas mal de boulot à faire. Je vous remercie.